Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler de la question du marxisme et de l'État. Dans une précédente vidéo, j'ai été sceptique sur la théorie du dépérissement de l'État. C'est vrai. Sceptique parce que il s'agit d'expliquer en réalité le point de vue marxiste sur l'État, qui est un point de vue spécifique. En effet, en général, on s'imagine l'État selon tous les aspects, à savoir les aspects non seulement de police, justice, armée, mais aussi tous les aspects autres qui sont propres à ce qui a été acquis historiquement, euh, à savoir l'éducation, la santé, ce genre de choses. On pourrait ajouter que l'administration, la justice sont des aspects très fondamentaux de l'État. Euh, et entre autres l'élaboration de lois. Et que tout ça, tous ces genres d'éléments sont des éléments de l'ordre de l'État, sont de l'ordre et de la politique en général, de l'exercice politique en général. À entendre un certain nombre de gens qui se réclament anti-État tout en se disant communistes, ils n'ont pas compris qu'ils ne faisaient pas de politique puisqu'ils refusaient l'État, qui est un outil politique. D'un point de vue marxiste, l'État, ce n'est pas simplement, l'État définit, se définit comme la police, la justice, la police, l'armée, les frontières. D'un point de vue marxiste, l'État se définit comme la police, l'armée et les frontières. Là où on a tendance à définir l'État par police, justice, armée, administration, service public, etc., etc. D'un point de vue marxiste, l'État, c'est la police, l'armée et les frontières. Alors, quand on parle, nous, en tant que marxistes, de dépérissement de l'État, ce n'est pas la fin des institutions publiques. Ce n'est pas la fin de l'administration recrutée sur concours. Ce n'est pas la fin des élections de représentants du peuple. Ce n'est pas la fin d'une certaine centralisation nécessaire du pouvoir. Ce n'est pas la fin des institutions publiques. Ce n'est pas la fin des lois. C'est la fin des frontières, de la police et de l'armée. Toujours égalité des lois et donc nécessaire centralisation du pouvoir. Alors seulement le pouvoir se qualifie différemment d'un point de vue marxiste. On passe de gouvernement des hommes à administration des choses. Puisque d'un point de vue marxiste, les classes disparaissent, parce que comme selon l'approche léniniste du terme, de la chose, selon l'approche léniniste de la chose, les classes disparaissent, et ce faisant, dans le même processus, chaque cuisinière apprend à diriger l'État. Donc d'un point de vue marxiste, n'ayant plus de classe sociale, il n'y a plus d'État séparé du peuple. Il n'y a plus une hiérarchie État-peuple, puisque l'exercice politique est très fluide. La frontière entre État et peuple est extrêmement fluide. Entre gouvernement et peuple est extrêmement fluide. Ce qui fait qu'il n'y a plus un État séparé du peuple. Et donc, à la fois, un marxiste est pour et contre l'État. Il est contre l'État au sens de l'État bourgeois. Il n'est pas contre les acquis sociaux qui ont été acquis par le mouvement ouvrier. Il n'est pas contre ce genre de choses. Il n'est pas contre les progrès républicains qui ont été apportés dans l'histoire de notre République. Et contre l'État en tant qu'appareil répressif contre la classe ouvrière. Il est pour l'État en tant que dictature du prolétariat, afin d'expulser la bourgeoisie, afin de reprendre le pouvoir sur la bourgeoisie. Et ce faisant, une fois que la bourgeoisie est abattue, les besoins ne sont plus les mêmes. Mais pour ça, on parle des frontières.
pour ça on parle des frontières, eh bien, pour se passer de frontières, il faut que le socialisme ait réussi dans tous les pays. Pour que l'on se passe de frontières, il faut que le socialisme ait réussi dans tous les pays. Autrement, c'est on relaisse faire la libre concurrence des biens et de la main-d'œuvre salariée. On remet en place la concurrence entre la main-d'œuvre au sein de la classe ouvrière, avec la libre circulation des biens et des personnes du système libéral, si on ouvre les frontières. Donc, un communiste n'est pas contre les frontières, a priori. Il peut considérer qu'elles deviennent obsolètes lorsque le communisme, que le socialisme, donc lorsqu'on a atteint un niveau mondial, que lorsque chaque pays a fait sa révolution, là on peut ne plus avoir besoin de frontières. Lorsque chaque pays a établi un régime socialiste dans le monde, si chaque pays a établi un régime socialiste dans le monde, les frontières, il n'y a plus besoin. Mais on en a besoin pour éviter la concurrence. On en a besoin pour ce genre de choses. On a besoin pour lutter contre l'économie libérale. On a besoin pour ça. Et même dans un régime capitaliste, ça permet d'éviter un certain nombre de tensions entre les travailleurs, le fait de mettre du protectionnisme. Ça permet d'améliorer la situation du travailleur et en même temps d'éviter une hyper-concurrence entre les travailleurs, le protectionnisme. Et donc, on a besoin de frontières. Mais une fois le socialisme au niveau mondial, donc à terme le communisme, eh bien, nous considérons que les frontières peuvent devenir obsolètes. Pour la police et l'armée, je précise, donc pour l'armée, étant donné, une fois que toutes les nations ont atteint le socialisme, elles n'ont plus vraiment de raison de vouloir se faire la guerre. Une fois que la classe ouvrière est au pouvoir dans tous les pays, les ressources sont partagées équitablement, les besoins militaires, les besoins économiques étant suffisants, les populations étant éduquées, dans le respect de l'amitié entre les peuples, ce genre de choses. Vous comprenez que le bellicisme devient hors-jeu avec un socialisme au niveau mondial. Et donc obsolescence à terme des nations. Mais dans un premier temps, elles sont utiles pour contenir les forces du capitalisme, les forces de la concurrence. La police, enfin, ça c'est un cas plus compliqué, parce que ça nécessite non seulement la question du crime peut s'expliquer de diverses façons, elle peut s'expliquer à la fois par des mécanismes d'ordre économique, les conditions matérielles d'existence qui ont quand même un effet sur le vécu. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour la nourriture, pour avoir de meilleures conditions de vie. Peut s'expliquer par le manque d'éducation. Le socialisme doit parvenir à combler ce genre de problème. Les progrès du socialisme, le progrès historique du socialisme. Et par ailleurs, outre l'éducation, outre les meilleures conditions de vie, ça prendra du temps. Et on peut envisager aussi les questions médicales là-dedans. Il peut y avoir des gens qui ont des problèmes d'anomalie qui les poussent à avoir des comportements, agressifs. Et la question de la criminalité, de la délinquance peut se poser selon ces termes. Donc la question de la police, ça reste compliqué. La question des forces de l'ordre. Parce qu'il y a les problèmes d'ordre économique et sociaux, de l'ordre de l'éducation, de l'instruction même, de l'inclusion dans le monde du travail, ce genre de choses. Et puis enfin, il y a les problèmes, les problèmes médicaux. Bah. Et puis enfin, malgré tout ça, il se peut toujours qu'on ait des risques éventuels. Alors, comment ça se passerait dans une société communiste, ce genre de choses? Selon Lénine, dans une société communiste, la population serait capable de prendre en main elle-même, petit à petit, ce genre de situation
de conflits sociaux, comme la criminalité, la délinquance, pourrait elle-même, la masse des citoyens en armes, exercer les fonctions de police. C'est un peu le cas des comités de défense de la révolution à Cuba, mais bon, on peut très bien vouloir y voir des défauts, hein. On peut toujours avoir des doutes là-dessus, mais voilà, l'idée, c'est qu'il y ait quand même une plus grande gestion de ces affaires par la population elle-même. Voilà, donc ça prendrait des siècles, ce genre de problème, ce genre de problématique. Oui, ça prendrait des siècles, et malgré tout, il faudrait toujours établir une loi commune, et donc avoir une certaine centralisation pour avoir une organisation unitaire, et pas éviter le fédéralisme. Donc on devrait toujours avoir des organes de gouvernement. On ne peut pas tout résumer par l'autogestion. Seulement, ces organes seraient difficilement séparables du peuple. C'est encore très théorique, la question de la société communiste. Ça exigerait énormément de défis, hein, de se séparer d'État, se séparer de l'État. Et encore, c'est souvent... Le problème, c'est que c'est souvent un idéal, un absolu. Il y a certains individus qui ne prennent pas en compte les réalités politiques de l'État. Selon Marx, ça se réalise par l'homme total, par ce concept d'homme total, avec une époque avancée, une période avancée du socialisme, dans laquelle les besoins humains ne sont plus les mêmes, dans lesquels les besoins de la société ne sont plus les mêmes. Et donc, du coup, les hommes peuvent s'accomplir dans une multitude de tâches différentes sans être spécialisés dans telle ou telle tâche. C'est extrêmement lointain comme idéal. Même si Lénine en parle en donnant les exemples historiques de la commune, il est quand même il met en avant le fait que, à travers ça, pour ce qui est par exemple de l'armée, c'est quand même un peu, ça risque de rendre un peu éphémère une révolution socialiste, le fait de se passer d'État pour vivre dans une petite commune autogérée. Et que même à certains niveaux d'une commune, on a toujours une certaine centralisation nécessaire. On élit toujours des gens, il y a toujours un organe qui exerce ce pouvoir. Donc voilà. La seule différence, c'est qu'avec un niveau élevé d'éducation, il n'y a plus de formation d'une élite séparée du peuple, qui est propre à l'État. Il n'y a plus de classe politique. Et les besoins en termes de police et d'armée ne sont plus les mêmes. Une fois le socialisme au niveau mondial, on peut envisager un gouvernement mondial de l'espèce humaine, un gouvernement international, gouvernement du prolétariat mondial, au niveau mondial, du socialisme au niveau mondial. Les travailleurs gouvernent au niveau mondial. On peut envisager ça à terme. Et donc plus de guerre, et on peut envisager une armée qui soit, on dit supprimée, mais les fonctions de l'armée peuvent être transformées en une force d'exploration spatiale, pourquoi pas. On peut envisager que les fonctions de police gérées au niveau central, si les masses sont capables de gérer elles-mêmes les problèmes de conflits sociaux, puissent gérer des problèmes, disons, de l'ordre environnemental ou de l'ordre des catastrophes naturelles. Pour la gestion d'incendies, la gestion de tremblements de terre, d'ouragans, de tempêtes, de tsunamis, ce genre de choses. Et que ça soit un progrès vis-à-vis du potentiel autoritarisme, entre guillemets. Mais entre-temps, nos chers petits pseudo-communistes qui détestent l'État, vous en avez besoin d'un État ouvrier. Un État ouvrier centralisé pour taper sur la bourgeoisie, pour lui retirer ses privilèges de classe. Vous avez besoin de cet outil qui est un État. Si vous voulez faire une révolution, ce sera une guerre, donc du coup, vous aurez besoin d'un appareil pour vous organiser qui s'appelle l'État, qui est un outil d'organisation du politique. Et si vous ne jouez pas ce jeu-là de l'État, eh bien, vous ne faites pas de politique. Vous ne faites pas de politique. Le grand danger de l'anarchisme, c'est qu'il amène des gens à ne plus faire de politique et donc à faire le jeu du statu quo libéral. Il invite des gens à devenir ultra individualistes et nombrilistes. Et c'est ça que nous, on dénonce.
Euh, C'est-à-dire que votre histoire d'autogestion, on y croit à moitié quand on est communiste. On croit aux coopératives de travailleurs, on croit éventuellement à une autonomisation des masses au niveau de la justice, mais ça se fait toujours sur une loi commune, et donc une unité juridique. Une unité des lois, comme une république indivisible. C'est pour ça que je prenais l'exemple du jacobinisme, sur lesquels un bon nombre d'anarchistes qui ignorent qu'ils sont girondins crachent abondamment en le traitant de bourgeois. Je montrais que la fragmentation fédéraliste est typiquement le fait d'être l'idiot utile du capitalisme, donc de promouvoir le discours bourgeois. Le discours bourgeois déteste la centralisation d'État parce qu'il préfère la fragmentation de l'État pour les bénéfices du marché. En fait, on a besoin d'un État fort pour le socialisme. Le communisme, c'est une fois qu'au niveau mondial, on s'est débarrassé du capitalisme. Et une fois qu'au niveau mondial, on s'est débarrassé du capitalisme, les fonctions de l'État sont maintenues, les fonctions d'administration, mais les fonctions répressives ne sont plus utiles. Et les frontières ne sont plus utiles puisqu'il n'y a plus de propriété privée des moyens de production. Et n'ayant plus de propriété privée des moyens de production, il n'y a plus besoin de mettre de frontières au capitalisme qui n'est plus, et à la concurrence qui n'est plus. Voilà. Donc j'expliquais le point de vue sur le marxisme et l'État. C'est clair? J'avais exprimé des doutes sur le dépérissement de l'État, sachant qu'il y a une pente glissante du gauchisme, qui est tout à fait regrettable. Cette pente glissante du gauchisme est très dangereuse pour la survie du mouvement ouvrier. Elle le désorganise, Lénine a écrit là-dessus. Et nous autres communistes, nous maintenons dans la société communiste une forme de centralisme démocratique, afin de permettre l'égalité des droits et l'égalité réelle sur le long terme, et pas un déclin civilisationnel auquel amènerait le modèle fédéraliste. On ne veut pas d'une décentralisation absolue. On peut envisager des éléments de décentralisation quelconque. On peut envisager une certaine souplesse. Mais nous ne souhaitons pas une totale décentralisation et donc un retour de potentiels risques de concurrence et de fragmentation de la société. On souhaite à terme une humanité unie. Une humanité unie qui soit libre, heureuse, qui puisse s'épanouir pleinement. Et donc ça nécessitera toujours d'une forme d'organisation. Mais ce ne sera plus celle de l'État-nation. Il faut comprendre que l'État tel qu'il est conçu au XIXe siècle n'est pas exactement la même façon dont on le conçoit au XXIe, avec tous les acquis sociaux que nous avons acquis. Il faut aussi comprendre que de nos jours, avec la mondialisation, l'anti-étatisme, c'est extrêmement dangereux pour le mouvement ouvrier. Parce qu'on ouvre les portes grandes ouvertes au libéralisme, si on fait ça. Il faut le comprendre. On ne doit pas laisser un marxisme abattardi au XIXe siècle, qui est abattardi au point de ne pas avoir une analyse économique qui évolue depuis le XIXe siècle, et d'avoir des mouvements gauchistes, anards ou conseillistes qui gangrènent le truc au service des libéraux. Non. Ou un truc social-libéral ultra collabo avec l'Union européenne. Ah, ça, c'est. On voit que le socialisme est mort quand c'est ça. Et donc que le communisme, au sens réel du terme, aussi. Je parlais de communisme républicain parce qu'il est nécessaire de bâtir des structures. Et j'insiste là-dessus, sur des structures. On a besoin de structures pour développer le socialisme et donc le communisme. Et le communisme n'est pas un renoncement à des structures, mais un changement complet de nature de ces structures. La marxiste est pour et contre l'État, selon un processus historique dialectique, qui change avec le temps, qui n'est pas et qui change de nature, qui change de nature avec le temps,
puisqu'on se débarrasse des fonctions répressives, mais on maintient les fonctions d'organisation de la société. Et on maintient les principes d'égalité des droits, de redistribution des richesses, tout ça, de planification de l'économie, etc. On donnera plus de place au niveau des coopératives, par exemple, avec le temps. Évidemment, j'envisage un socialisme dans lequel nous ayons une certaine part coopérative, une certaine part d'étatisation. Mais les choses évoluent selon les circonstances matérielles. C'est ça qu'on envisage, nous, en tant que marxistes. Mais un marxiste qui refuse l'État par principe n'est pas un marxiste. Et un marxiste ne refuse pas tant l'État que ça. Il envisage son obsolescence parce qu'on va le remplacer par l'organisation populaire à large échelle, qui sera une forme de république socialiste mondiale à terme. Voilà. Mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps de se séparer de l'État-nation. Ça prendra du temps de se débarrasser des frontières. Ça prendra du temps de ne plus avoir besoin de police ou d'armée. Et encore, en envisageant un scénario de science-fiction, on a une forme d'armée extraterrestre. Bon, non, je déconne. Il est possible qu'une société venue d'ailleurs ait développé une forme de socialisme elle aussi. Donc, eh bien, la question pour ce qui est de la question des forces de l'ordre, on peut envisager qu'à haut niveau d'éducation, les mêmes problèmes ne se posent pas au niveau de la criminalité et de la délinquance. Et que les masses seraient capables de s'occuper davantage elles-mêmes de ces problèmes-là. Ça prendra du temps. Et ça ne sera pas comme l'envisagent les anards, le dépérissement réel de l'État au sens où l'envisagent les anards. On passe pas par une destruction des structures ou de l'organisation. On passe le gouvernement des hommes à l'administration des choses. Bon, ce point de précision sur cette fameuse théorie du dépérissement de l'État, tout ça, ce point-là, c'est important d'y mettre des précisions, parce que nous autres communistes, on finit par faire peur aux gens. Il faut donner une image de civilisation à la population. Si pour les gens, le communisme, c'est une barbarie, une meute de débiles, une meute de gens qui ne veulent absolument pas faire de politique, ou qui veulent juste tout casser, et en disant à Cab, ils ne comprennent rien à ce qu'est le marxisme. Enfin, c'est qu'on a des gens qui ne comprennent rien à ce qu'est le marxisme. Le marxisme, ce n'est pas de jouer les révoltés et de tout casser en disant le peuple va suivre, les masses vont suivre. Nous sommes l'avant-garde qui fait n'importe quoi. Ça, c'est l'arrière-garde. Non, le marxisme invite à une réflexion sur le mode de production capitaliste, à la prise du pouvoir d'État par les masses laborieuses, et donc par leur nécessaire organisation au sein d'un parti de travailleurs, puis organisation d'un État socialiste, qui a pour but de mettre fin au règne de la classe dominante qu'est la bourgeoisie, d'abord à l'échelle nationale, puis à l'échelle mondiale. Et une fois qu'à l'échelle mondiale, nous sommes débarrassés du capitalisme, et avec les progrès de l'éducation, de l'économie, de la répartition des richesses, etc., avance au fur et à mesure du temps, on peut envisager que les besoins en termes de police et d'armée, de police ne seront plus les mêmes, en termes de l'ordre de la justice pénale ne soient plus les mêmes,
au cas où les masses soient capables de gérer elles-mêmes ce genre de problème, mais l'administration des choses, la gestion des affaires publiques, la politique il reste toujours une gestion commune des choses, et donc des élections, des institutions, ce genre de choses, des lois communes qui sont les mêmes pour tous et partout, là où elles sont, sont décidées, en commun, et pas dans des petites communautés divisées les unes des autres autarciques. C'est pas l'autarcie le socialisme. Au contraire, on défend une vision dans laquelle on aurait une humanité qui à terme serait unie et qui envoie des vaisseaux spatiaux dans l'espace, qui progresse en fait. Pas un retour au primitivisme. On ne veut pas retourner à la tribu quand on est communiste. Ça, c'est les anarchistes qui veulent retourner à la tribu. Les anarchistes veulent retrouver la tribu, nous le voulons faire avancer la civilisation. On peut avoir sur un anti-hiérarchie, entre guillemets, en fait, nous on ne parle pas d'hiérarchie mais de classe sociale, des petits éléments de révolte en commun avec les anards. Mais sur quasiment tout le reste, on n'a rien à voir. On souhaite organiser des lois, on souhaite des lois, on souhaite des structures, on souhaite la possibilité de s'organiser à large échelle. On souhaite défendre les travailleurs et pas... On souhaite donner aux gens des repères pour se construire dans leur vie et pas juste tout vouloir détruire bêtement. On souhaite permettre aux gens de se construire et de construire un avenir pour eux, leurs enfants, leurs proches, leurs familles, pour l'humanité en général en fait. Et donc, nous envisageons la nécessité d'un État ouvrier. Et à terme, cet État sera République socialiste mondiale. Parce que nous aurons dépassé l'État-nation. Donc l'État sous sa forme nationale, nous l'aurons dépassé, et les fonctions répressives aussi. Donc voilà. Bon, maintenant que j'ai expliqué ça, je vous souhaite une bonne journée à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison, égalité, nous vaincrons. Patriotisme et internationalisme doivent s'articuler. Camarades.